Welcome again, les cinéphiles et télévores. Seconde partie aujourd'hui de ce petit bilan 2020. On a beaucoup parlé petit écran lors de la première émission, et on poursuit maintenant avec le compte-rendu de ces longs métrages qui ont tant bien que mal tenté de survivre et d'exister au milieu de cette année pandémique. Quand cette chaîne a démarré, j'imaginais déjà un bilan de fin d'année complètement fou, avec des tonnes de films, parmi lesquels choisir, sans savoir plus trop où donner de la tête. C'était pas ça. Pas vraiment. 2020, année noire pour les salles obscures, sans aucun doute, avec un nombre de jours d'ouverture dans l'année réduit à peau de chagrin, et une belle tristesse ambiante pour les exploitants. Tristesse aussi pour nous, spectateurs. Je me souviens de ce mail joyeux, reçu d'UGC en prévision de la réouverture des salles le 15 décembre. On est content de vous revoir, on a un planning de fou, plein de films à projeter, dont le dernier Wonder Woman. Bah non, là encore, c'était pas ça, donc une vraie misère pour cette année qui n'aura, tel un politicien, tenu aucune de ses promesses. De toute façon, pas de regrets, ceux qui comme moi auront insisté pour aller jusqu'au bout fréquenter les salles obscures n'auront pas été récompensés de leur entêtement. Il serait difficile de dresser un vrai bilan ciné de cette année. Il y a eu quoi au final? Tenet, le dernier Nolan, le titre qui me vient en premier, puisqu'il était attendu comme le Messie. La déception a été à la hauteur de l'attente, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai été plutôt modéré dans ma critique d'ailleurs, parce que c'était à chaud, sorti de projo. Je m'étais pris un peu le film en pleine tronche, mais pas dans le bon sens du terme. Il s'avère pour ma part, je pense avec le recul que c'est un bon gros foutage de gueule, que pas mal de personnes autour de moi ont quand même aimé. Beaucoup de personnes autour de moi ont beaucoup aimé le film, le défendent bec et ongle, y voient une portée philosophique qui m'a totalement échappé, gros con que je suis, mais il s'avère également que ça ne m'a pas rallié au fan club de Nolan et que je n'ai absolument aucune envie aujourd'hui de me retaper ces longues 2h30 qui m'ont paru interminables. On a eu aussi en 2020 Greenland avec Gerard Butler, selon moi le plus parfait exemple d'un film qui a plus vraiment de raison d'être en salle. Pour le coup, je vous renvoie à l'émission précédente. Pas que le film soit mauvais, loin de là, il est même vraiment bien, il prend le parti de l'humain derrière la catastrophe, un peu à la manière de Deep Impact il y a plus de 20 ans, mais justement en parallèle de tout ce qu'on vient de dire, c'est du déjà vu. Un très bon moment, mais qui vaut pas forcément la peine de se déplacer en salle si on a un bel écran 4K à la maison. Il y a eu quoi d'autre? Enragé, une petite péloche rageuse, jouissive, portée par un Russell Crowe impérial. Ça faisait vraiment plaisir de revoir le gars en très grande forme, visiblement très heureux d'être là. Alors là, c'est les gens de série B que j'adore, j'en ai déjà parlé, je pourrais pour le coup revoir cet étonnant pétage de plomb plusieurs fois sans aucun problème. Après c'est pareil, je l'adorerais tout autant chez moi sur mon canapé. Là c'était le manque de salles de ciné qui parlait, mais c'est le genre de film, je pense, destiné dorénavant aux plateformes de streaming. On a eu droit à Invisible Man, une belle variation sur le thème vu, revu de L'Homme Invisible, une production de Jason Blum, dont on a aussi parlé sur cette antenne. On en a évoqué quand même des sujets sur la toile. Invisible Man, c'est un film carré, bien foutu, avec ce qu'il faut d'originalité pour passer un bon moment. Sorti en salle aussi le nouveau Harley Quinn, Birds of Prey, film plutôt sympa, un petit popcorn movie, fort en cholestérol, très ou trop sucré, mais moins naze que ce que j'aurais pu imaginer, mais qui m'a quand même poussé à m'interroger sur le futur du ou des DC Universes avec un S. J'avoue que je sais pas trop où ils vont, c'est bien gentil de dire que chaque histoire au ciné est décorrélée des autres, mais là, à la fin, on sait plus trop où ça va, à suivre donc. Pour ceux qui arrivent à suivre, Bad Boys for Life, le dernier Bad Boys avec Will Smith, était lui très décevant. À l'origine, le projet était dans les mains de Joe Carnahan, et là c'était plutôt une bonne nouvelle, et puis le film sort, réalisé au final par deux gars qui n'ont jamais fait leurs preuves, Adil et Bilal, deux bons yes men qui accouchent d'un actionneur sans saveur, pas franchement désagréable, mais qui n'aurait pas dénoté sur Netflix. Passez votre chemin sans intérêt. Alors petit coup de gueule personnel au passage, faut arrêter de nous sortir des réalisatrices ou des réalisateurs qui n'ont pas fait leurs preuves, qui n'ont rien foutu de leur life pour prendre les rênes de gros films. Ça ne marche quasiment jamais, faut arrêter avec ça. Adil et Bilal, ils ont rien foutu à part 2 ou 3 trucs obscurs, un peu comme Patty Jenkins, qui a fait que de la téloche, un seul film il y a 15 ans et à qui on confie tout Wonder Woman. À choisir entre Patty Jenkins et, mettons, Catherine Bigelow par exemple, le choix aurait dû être vite fait. Après on s'étonne que Wonder Woman 84, c'est pas si bien que ça, sans blague. Mais bon, c'est pareil avec Cathy Yan, qui a réalisé le Birds of Prey, après avoir réalisé 2 ou 3 courts et un long qui a remporté qu'un succès d'estime. En 2020, on a eu aussi Tyler Rake, Extraction en VO, un film Netflix qui servait de véhicule à Chris Hemsworth. Si on peut se payer tort, pourquoi se priver, voilà. On a des sous, on le montre, mais au final,
C'est plutôt bien emballé, les scènes d'action sont sympas, voilà, la péloche du samedi soir à la maison. Moi j'ai plutôt aimé, mais il n'y a rien qui distingue ce film de la plupart des Jason Bourne-like qui ont inondé les écrans ces dernières années. Moi perso, ce genre de film qui veut péter plus haut que ses ambitions, ça commence à m'en toucher une sans faire bouger l'autre. Si je veux me taper une bonne série d'action bien burné aujourd'hui, je me tournerai plutôt vers un bon Scott Adkins. Ses derniers films sont des bombes, comme The Dead Collector, Avengement, grosse tuerie, qui se prend jamais pour autre chose que ce qu'il est, une putain de péloche brutale, complètement décomplexée. Pour le coup, ça, je conseille chaudement. Dans les salles en 2020, Nightmare Island, une petite production de Jason Blum au concept super original pour le coup, faire une variation horrifique d'une série culte de la fin des années 70, L'île fantastique, avec Ricardo Montalban et son acolyte Tattoo. Ça fonctionne vraiment sur sa première partie, j'étais vraiment à fond dedans, avant de finalement s'effondrer un peu sur son dernier acte. Dommage, mais on passe quand même un bon moment. On a eu droit l'année dernière aussi à Bloodshot, le Marvel-like revisité à la sauce Vin Diesel, sorti directement en streaming. Bon, je pense être l'un des seuls à avoir apprécié, j'ai trouvé ça plutôt fun, un comble, quand on sait que je supporte assez mal Vinny Diesel. J'ai trouvé certaines séquences vraiment bien emballées, comme la séquence dans le tunnel. Le scénario était plutôt bien ficelé, sans folie, c'est pas guère épais, mais j'ai passé un bon moment. Après, je connaissais rien aux comics dont le film est tiré, donc ceci explique peut-être cela. Visionné vite fait aussi en 2020 Underwater, le thriller aquatique avec Kirsten Stewart et Vincent Cassel. Rien à en dire. Le genre de film qui vous donne exactement ce que vous êtes venu chercher. Pas mauvais, pas excellent, un bon moment. 2020 aura aussi vu une collaboration entre le producteur Jason Blum et Amazon Studios avec les 4 films de l'anthologie horrifique Welcome to the Blumhouse, diffusés sur Amazon Prime. The Lie était intéressant, mais n'exploitait pas totalement son incroyable potentiel de départ. Les 3 autres films étaient vraiment dispensables pour être polis. Finalement, au milieu de tous ces films un peu bande-mou, il y a une péloche qui m'a beaucoup plu, que j'ai déjà revu 2 fois. And the winner is The Hunt de Craig Zobel. C'est marrant, mais quand j'ai commencé cette chaîne, je rêvais déjà de vous dresser un bilan en fin d'année de tous ces films incroyables, dont faudrait parler, en rêvant secrètement des merveilles et des classiques instantanés entre lesquels il serait si difficile de choisir. Et me voilà en train de vous dire que mon film préféré de l'année 2020, c'est finalement ce petit film qui a vaguement créé la polémique au pays de l'oncle Sam. Alors, on est loin d'une grosse production, 14 millions pour cette coproduction Jason Blum Universal, qui aura quand même défrayé la chronique aux US, même si on sait que nos amis américains s'émoustillent pour pas grand-chose. Et puis, dans le même temps, lors de la sortie initialement prévue pour le film, Joker surfait sur une polémique relativement similaire, surtout dans le contexte assez explosif des tueries de Dayton ou d'El Paso en août 2019. Le film est une variation sur le thème des chasses du comte Zaroff, avec de riches bourgeois qui s'offrent de petites chasses à l'homme privées sur leurs terres, avec quelques marginaux en guise de gibier, comme on peut s'y attendre. Rien de nouveau sous le soleil, l'une de ces proies programmées va se révéler plus dure à cuire que prévu et retourner leurs propres armes contre ses agresseurs. Avec un tel postulat de départ, le film avait tout pour être vite vu, vite oublié, mais c'était compté sans le talent de Craig Zobel qui transcende assez facilement, presque brillamment, ce maigre argument pour en tirer un film extrêmement rythmé et surtout vraiment fun, ce qui est très étonnant de la part d'un réalisateur que je n'attendais pas du tout sur ce terrain-là. Craig Zobel, pour ceux qui connaissent pas, c'est Compliance en 2012, un drame sur une employée de fast-food qui, suite à l'appel d'un mystérieux inspecteur de police, va être soupçonnée de vol et être soumise le temps d'une soirée et au nom de l'autorité, à des humiliations de plus en plus malsaines. C'est un film très particulier que j'ai mis un peu de temps à réévaluer, mais qu'aujourd'hui je trouve particulièrement réussi. Craig Zobel, c'est aussi l'homme derrière Z for Zakaria, Les Survivants en VF, sorti en 2015, avec Margot Robbie et Chris Pine. Là encore, une atmosphère assez étouffante pour ce triangle amoureux sur fond de fin du monde et d'effondrement de la civilisation. Donc Craig Zobel et la notion de fun, ça semblait pas vraiment compatible jusqu'à The Hunt, qui aura donc été dans un premier temps privé de sortie suite à une énième tuerie à l'arme à feu aux States, puis finalement sorti en mars 2020, juste avant le grand confinement mondial, dans le genre pas de chance. Entre-temps, le film aura quand même fait parler de lui en étant considéré comme une critique assez virulente de l'Amérique de Trump. Bon, on peut y voir toute la critique que l'on veut, mais ça reste avant tout une petite série B bien emballée, qui n'a pas vraiment pour vocation à vous faire réfléchir au monde dans lequel on vit, pas plus en tout cas que d'autres films comme The Purge, et moins sans doute que les précédents films de son réalisateur. En revanche, le film jongle de manière très habile entre action et comédie, alors c'est marrant parce qu'il partage plein de points communs avec le Wedding Nightmare, Ready or Not avec Samara Weaving, sorti en 2019, mais lui ne plonge pas de tête baissée dans la gaudriole. The Hunt, c'est plutôt traité premier degré, ce sont les situations qui sont souvent complètement farfelues, les situations et les personnages assez décalés, faut bien le dire, comme par exemple Hilary Swank, qu'on est content de retrouver dans une forme olympique,
je m'en voudrais de vous spoiler le film qui se veut une suite de moments what the fuck, mais franchement ça vaut le coup d'œil, ne serait-ce que pour un affrontement final qui renvoie le catfight de Total Recall aux oubliettes. That was good. Et on n'est donc pas en présence d'un grand film, mais simplement d'une petite série B fraîche et généreuse, à voir en bande, une bière à la main, histoire de rigoler un grand coup, et franchement, c'est le film qui m'aura le plus plu en cette année 2020, cette année de disette et de fermeture des salles. Rien que de vous en parler, franchement, j'ai à nouveau envie de le revoir, ça vient tout juste de sortir chez nous, sur support, en Blu-ray, en DVD, le Blu-ray est impeccable, ça coûte dans les 15 balles, c'est déjà dans toutes les OP Fnac, 2 pour 3, donc vous pouvez y aller gaiement et rajouter cette petite pépite à votre collecte. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je pense, enfin, tout ce dont j'avais envie de parler dans cette émission, en forme de bilan sur l'année écoulée. On n'oubliera pas, bien entendu, nos chers disparus, alors je vais pas dresser un listing exhaustif de tous les grands noms du 7e art disparus en cette année 2020, mais il y en a eu un paquet. Et on aura toujours une pensée émue en pensant, entre autres, à Sean Connery, l'immortel Ramirez, le flegmatique James Bond, Henry Jones Sr., William de Baskerville, le Marshal William O'Neill, tellement de grands rôles, Chadwick Boseman, notre Black Panther, parti pour le coup vraiment trop tôt, les atouts de charme de chapeau melon et bottes de cuir, Diana Rigg, Honor Blackman, le shérif, qu'aura tant fait chier Rambo, Brian Dennehy, un rôle mémorable, donc dans Rambo, mais pas seulement, Cocoon, Silverado, FX1 et 2, Pacte avec un tueur, un vrai grand parmi les grands, Max von Sydow, impérial dès le début de sa carrière dans le 7e saut de Bergman, jusqu'à Game of Thrones, au réveil de la force, 166 crédits d'acteurs, une carrière en tout point remarquable, qu'aura couvert presque 70 ans de cinéma, avec un grand C. Née la même année, en 1916, Olivia de Havilland et Kirk Douglas nous auront quitté également la même année. Elle était la Lady Marianne d'Errol Flynn, ou la Melanie Hamilton d'Autant n'emporte le vent, lui, le Spartacus de Kubrick, ou le Viking Einar. Mais comment résumer la carrière de deux figures emblématiques du 7e art, disparues à 104 ans, qui auront traversé les modes et les époques. On perd à regret Joel Schumacher, Lost Boy Forever, notre bien-aimé Bilbo, Ian Holm, personne n'aura jamais interprété un androïde comme lui, John Saxon, qui restera pour moi le shérif des Griffes de la Nuit, le père de Nancy, Terry Jones des Monty Python et tellement d'autres qu'on regrettera amèrement. Un dernier mot sur une série disparue à son tour en 2020, Supernatural, qui vient de s'éteindre à la fin de sa 15e saison, ce qui en fait, je crois, la plus longue série fantastique de l'histoire de la télévision américaine. Le clap de fin a eu lieu le 19 novembre de l'année passée, avec un épisode qui aura forcément divisé les fans. La tendance est plutôt à le trouver décevant, d'après ce que j'en ai lu. Ça a pas l'air super brillant, effectivement, mais dans le même temps, c'est un épisode qui boucle 15 années de péripéties. C'était un peu difficile de satisfaire aux attentes légitimes. Alors je l'ai pas encore vu, mais quoi qu'il en soit, ça n'enlèvera rien pour moi aux indéniables qualités de la série. J'avais une relation très forte avec Supernatural. J'avais commencé à suivre cette série lors de sa première saison, en 2005. Pour être tout à fait honnête, j'avais accroché assez moyennement à cette première fournée. J'avais trouvé ça très télévisuel, assez convenu en fait, mais dans le même temps, j'étais content de voir enfin une vraie série horrifique avec des monstres, du gore, sans romance, même si ça avait un côté Freak of the Week, assez répétitif. Ça m'avait quand même donné envie de savoir ce qu'allait se passer, et d'embrayer donc sur la deuxième saison. Grand bien m'en avait pris, puisque j'étais devenu complètement accro, et que j'avais depuis plus jamais décroché. J'ai suivi religieusement chacun de ces 327 épisodes, sans jamais ressentir la moindre once de lassitude. Ça reste une très très grande série, finalement relativement ignorée en France, très injustement au vu de ses qualités. Supernatural, c'est une série qui n'avait jamais cessé de se renouveler, d'essayer de dépoussiérer les grands mythes du fantastique en établissant fermement sa propre mythologie. C'est aussi une série qui savait justement exploiter en permanence son univers très singulier, qu'aura vu les frères Winchester affronter des ghouls, des vampires, des loups-garous, des chiens de l'enfer, des démons, des anges et même Dieu, ou plutôt Chuck. Et cette série, on la doit à Eric Kripke, un producteur discret, derrière la série Amazon The Boys, dont on a parlé dans la première partie de cette émission. Oui, c'est lui le producteur qui ose tout. Alors ce succès, bien sûr, n'aurait pas été possible sans une vraie qualité d'écriture, un second degré permanent qui savait mixer de vrais ingrédients de comédie, dans une sorte de série à la X-Files, mais ce succès n'aurait surtout pas été possible sans de vrais acteurs devant la caméra,
totalement investis dans cette aventure, et qui ont consacré quand même plus d'une décennie de leur vie, en tête de casting les frères Winchester, bien entendu, Jensen Ackles, Dean, qui sera prochainement au générique de The Boys, saison 3, dans le rôle de Soldier Boy, et Jared Padalecki, Sam, qui va lui prendre la relève de Chuck Norris dans la nouvelle série Walker, prévue pour 2021. On n'oubliera pas Misha Collins, le Cassiel de la série, Mark Shepard, qui aura campé un incroyable Crowley, Jim Beaver dans le rôle de Bobby. Forcément, en 15 ans, il y a eu un paquet de second rôles ou de guest stars dans Supernatural, nombre d'acteurs que l'on a revus depuis faire leur petit bout de chemin ailleurs, dont le père Winchester, Jeffrey Dean Morgan, révélé par la série et qui aura depuis troqué ses habits de chasseur de spectres pour la batte de baseball de Negan. Vous entendrez sans doute à nouveau parler de Supernatural sur cette chaîne, une fois que j'aurai terminé le visionnage de cette dernière saison haute en couleurs. So long guys, vous allez me manquer. Voilà, c'est sur cette petite épitaphe que se termine cette émission un peu spéciale, mais je suis assez content d'avoir pu profiter de ce premier bilan pour vous parler un peu de tout un tas de choses que j'aime bien, ou pas trop d'ailleurs, et que j'avais pas encore eu l'occasion d'évoquer sur cette chaîne. J'espère que ce bilan péliculé, pas mal télévisé, pandémie oblige, vous aura plu. Et si vous avez tenu le coup jusqu'au bout de cette diffusion en 2 parties, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça coûte finalement pas grand chose. Je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir quand ça tombe, encore plus si c'est accompagné d'un petit commentaire, alors là, champagne. Et puis c'est quand même la 25e diffusion sur 40 Something, je pense qu'on commence tout doucement à trouver un petit rythme. Bon, à mon tout petit niveau, hein, mais ça commence quand même à ressembler à quelque chose. La prochaine vidéo, c'est la suite de celle-ci, avec un bilan focus sur la musique, pour en finir définitivement avec 2020. Voilà, un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, par leur visionnage, leur petit pouce, aux abonnés, à tous ceux qui sont encore là en cette fin d'émission. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous une très belle année 2021, on vit une très belle époque, hein. On n'a jamais eu autant de production musicale, ciné ou de séries incroyables à se mettre sous la dent, et ça, faut pas l'oublier. Non, c'est utile de le rappeler, on vit une époque formidable. Faites-vous donc plaisir, même coincé à la maison, il y a toujours moyen de partager de bons moments, de faire de la musique, de nouvelles découvertes, de se plonger dans une série incroyable ou une bande dessinée à laquelle on n'avait jamais pensé. Bref, prenez du bon temps, restez positifs, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!